Raphaël Baquet, notre invité. Raphaël Baquet que nous avons invité pour évoquer le remaniement parce que nous voulions avoir le point de vue d'une plume, comme on dit, votre regard singulier. Raphaël Baquet, les lecteurs du Monde le connaissent bien. Vos lecteurs aussi, vous avez publié La Communauté avec Ariane Chemin chez Albin Michel. Et il y a quelques jours, vous aviez publié dans Le Monde un article consacré à notre président Emmanuel Macron sur, je vous cite, les risques de l'isolement avec cette question: qui peut encore dire la vérité au chef de l'État? Alors, après ce remaniement, je vous pose la question: qui peut encore dire la vérité au chef de l'État? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans ce remaniement, si tant est qu'on puisse déjà en tirer une conclusion avant même que les nouveaux ministres aient exercé leurs fonctions, bien sûr, mais il ne remédie pas à une des caractéristiques déjà du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui était l'hypercentralisation. C'est-à-dire que jusqu'ici, pratiquement toutes les décisions, mais pas forcément les décisions importantes, mais même des plus petites décisions, si vous voulez, remontent à l'Élysée. Et c'est aussi cette hypercentralisation qui est aussi à l'origine de la difficulté de trouver des ministres. Être aujourd'hui ministre dans un gouvernement dirigé par Édouard Philippe et surtout Emmanuel Macron, c'est au fond l'assurance de ne pas avoir tellement voix au chapitre, de ne pas avoir beaucoup d'autonomie. On l'a bien vu, Nicolas Hulot, par exemple, ne pouvait pas prendre une seule décision sans que l'Élysée décide à sa place, et en tout cas largement avec lui. Françoise Nyssen, on l'a vu, c'était la même chose. Gérard Collomb a eu beaucoup de difficultés, et l'affaire Benalla a révélé, si vous voulez, l'ampleur des Beaucoup de difficultés, c'est-à-dire? Il a eu des difficultés. D'abord, l'affaire Benalla a montré qu'il y avait des choses qui se passaient complètement en dehors de lui. Il n'était pas effectivement au courant de l'existence d'un Benalla au sein de l'Élysée. Donc, c'est sur l'islam et sur la rénovation de l'islam et des institutions religieuses musulmanes, c'est la même chose. Il n'y avait pas de discussion aisée entre le ministère de l'Intérieur et l'Élysée. Donc, le nouveau gouvernement ne semble pas remédier à cette hypercentralisation. Disons qu'il y aurait, toujours pour poursuivre votre article, Raphaël Baquet, sur les risques de l'isolement, le fait de nommer Christophe Castaner à l'intérieur, donc un proche du chef de l'État, proche politiquement, puisque celui-ci était à la tête de La République En Marche, serait le signe que finalement les vraies décisions se prennent dans le cercle élyséen. Alors ça, franchement, c'est un classique. On n'a jamais vu un président de la République nommer à l'intérieur quelqu'un qui ne lui était pas fidèle. L'intérieur, c'est évidemment la clé. C'est la clé du renseignement, c'est aussi la clé des élections. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a été nommé, n'était peut-être pas un proche du chef de l'État, et cela a posé des problèmes. Il l'a imposé, et justement, ça a été extrêmement difficile, et c'était d'une certaine façon la marque que la fin du chiraquisme. Donc c'est vraiment extrêmement rare de ne pas avoir un fidèle à l'intérieur, et Emmanuel Macron là-dessus ne déroge pas à la tradition. Mais alors le bémol, c'est que ce fidèle, il est certes à l'intérieur, mais il est quand même flanqué d'un technicien, Laurent Nunez. Laurent Nunez est passé par la préfectorale, c'est un ancien inspecteur des impôts, et il venait de prendre la tête de la direction générale de la sécurité intérieure l'an dernier. Il est coupé aussi, Christophe Castaner, d'un certain nombre de prérogatives qui vont aller à Jacqueline Gourault, qui elle s'occupera des territoires. Donc c'est à la fois le fait de nommer un proche et de l'amputer d'un certain nombre de ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'on nomme un proche, et en même temps on sait bien que ce n'est pas un grand spécialiste des affaires policières ou électorales ou territoriales, parce que ça relève évidemment normalement de l'intérieur, et donc effectivement on compense ses faiblesses par des secrétaires d'État ou de la réattribution de certaines de ses fonctions à d'autres ministres. Ce qu'il a montré à la tête de La République En Marche, Raphaël Baquet, selon vous, Christophe Castaner, c'est une capacité de rassemblement, de gestion des individus. Comment qualifieriez-vous ce que l'on sait aujourd'hui de lui ? Une grande fidélité, la capacité à monter au front, y compris sur des affaires extrêmement difficiles, et c'est ça qui est récompensé avant toute chose. Il sait aussi, puisqu'il est là depuis les débuts de La République En Marche, il en connaît tous les secrets, tous les aléas, toutes les faiblesses, et donc évidemment c'est cela qui est précieux aux yeux d'Emmanuel Macron. Comment vous expliquez qu'il ait fallu 2 semaines à l'Élysée pour trouver le téléphone portable de Christophe Castaner pour nommer un gouvernement dont la seule surprise, dit Libération par exemple ce matin, serait Franck Riester?
Christophe Castaner, ça fait un petit moment qu'il est dans les tuyaux. Il y a eu un désaccord entre le Premier ministre et le Président de la République au tout départ. La première semaine, si vous voulez, pour schématiser un peu, Édouard Philippe a présenté à Emmanuel Macron le schéma de son nouveau gouvernement. Et Christophe Castaner n'était pas à l'intérieur. Mais Il y avait qui ? Emmanuel Macron l'a réfuté, si vous voulez. Édouard Philippe était plutôt pour transférer un Gérald Darmanin, si vous voulez, à l'intérieur. Solution qui était impossible pour Emmanuel Macron. Gérald Darmanin est beaucoup trop proche de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un fidèle d'Emmanuel Macron. Il était impossible de le mettre à l'intérieur. Et au fond, dès que cette solution a été écartée, Christophe Castaner s'est imposé puisque le profil que voulait Emmanuel Macron, c'était celui d'un fidèle. Et il n'y a pas tant que ça dans un pouvoir qui est, comme on le sait, qui est jeune, nouveau, qui s'est construit extrêmement rapidement et avec très peu de monde. Mais alors justement, quand on dit qu'Emmanuel Macron est isolé lorsque vous l'écrivez en substance, Raphaël Baquet, est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il est esseulé? Autrement dit, est-ce que ce nouveau gouvernement a été nommé avec des têtes proches du pouvoir parce que d'autres ne voulaient pas y entrer? Mais on connaît les faiblesses et les forces de ce nouveau monde, hein, comme dit Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'effectivement, il est neuf en partie, mais il est en construction. Et donc, il manque beaucoup de piliers, d'hommes et de femmes aguerris. Et c'est bien cela la difficulté. Et on le voit tout à fait dans la physionomie du gouvernement. Ce sont non seulement des inconnus, mais ça, c'est pas très grave, hein, à vrai dire. C'est normal et on ne va pas toujours prendre que des hommes et des femmes qu'on connaît depuis 25 ans. Mais effectivement, il n'a pas un vivier très large, Emmanuel Macron, où puiser. Et c'est vraiment toute la difficulté. À chaque fois, il revient à quelques fidèles ou alors il tente des coups de poker avec des inconnus qui ont fait leurs preuves souvent dans l'entreprise privée. Et le fait qu'il déciderait seul, qu'il n'écouterait personne, parce que ça aussi, c'est un discours classique sur les chefs de l'État. Oui, on l'a toujours entendu, à vrai dire. Ce qui frappe chez Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, le petit cercle dans lequel il décide est hyper homogène. Vraiment, c'est un petit cercle. Ce sont ceux qui ont d'ailleurs construit la République En Marche avec lui à partir de 2015-2016, donc c'est tout à fait récent. Et c'est un minuscule cercle de jeunes gens. Il y a ces conseillers de l'Élysée, c'est un cercle assez technocratique, il faut bien le dire, souvent assez peu expérimentés à la difficulté. Ce sont des gens extrêmement intelligents qui en ont vu d'autres, mais qui n'ont pas connu les aléas et la violence de la politique. Alors c'est le cas par exemple d'Emmanuelle Wargon, elle est nommée secrétaire d'État auprès de François de Rugy, c'est une ancienne énarque, elle est passée par Danone, ce qui fait grincer des dents chez les écologistes. C'est le cas d'Agnès Pannier-Runacher qui est de retour à Bercy, c'est une ancienne inspectrice des finances, elle aussi proche d'Emmanuel Macron, ancienne énarque. C'est un milieu homogène avec une vision du monde homogène, diriez-vous, Raphaël Baquet? En tout cas, on voit qu'il n'a pas beaucoup changé les choses de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'énarchie dont Emmanuel Macron est lui-même issu, et Édouard Philippe aussi, est comme un renne dans ce gouvernement. Alors, c'est pas complètement délirant, parce qu'au fond, l'ENA est faite pour ça, hein, mais on voit bien que il n'a pas ouvert le champ. Ce n'est pas très éclectique comme milieu. Mais ça, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'au fond, pour être un bon ministre, il faut aussi savoir dominer son administration. Donc, après tout, quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages de l'administration peut être un très bon ministre. Ce qui veut dire que lorsque François Hollande était à l'Élysée, par exemple, parce que lui aussi, François Hollande avait nommé beaucoup d'énarques de sa promotion, mais il y avait un soupçon de divorce entre le politique et l'administration. On disait que l'administration ne suivait pas les décisions d'un gouvernement de gauche. Sous Emmanuel Macron, les choses se passent-elles différemment, selon vous, Raphaël Baquet? En tout cas, il y a clairement soupçon, puisque la plupart les administrations centrales, d'abord, n'ont aucune autonomie, et que même les nominations de directeurs d'administration centrale remontent toutes à l'Élysée, jusqu'au point que les candidats sont reçus par l'Élysée. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une sorte de défiance à l'égard de l'administration et aussi très souvent de la politique. Un nouveau ministre de la Culture, Franck Riester. Alors lui est député de Seine-et-Marne. Il avait pris ses distances avec les Républicains. C'est un spécialiste des médias. Il vient remplacer Françoise Nyssen. Vos commentaires, Raphaël Baquet?
Franck Riester, il avait un double avantage aux yeux d'Emmanuel Macron, à la fois de représenter cette droite modérée, si vous voulez, à laquelle Emmanuel Macron s'est ouverte. Donc il est parfait pour cela. Il est de droite indubitablement, et en même temps, il n'est pas du tout de la tendance Laurent Wauquiez. Et il a un deuxième avantage aux yeux d'Emmanuel Macron, c'est qu'il connaît assez bien les questions d'audiovisuel. Or, la loi sur l'audiovisuel va être le gros dossier du ministère de la Culture. Pourquoi ? Parce que vous le savez au premier chef Vous nous ici à intéressez. France Culture. Mais évidemment, il y a énormément de réformes à mener, des réformes extrêmement difficiles, aussi bien à France Télévisions qu'à Radio France. Et donc, effectivement, il faut un spécialiste en la matière. Et là-dessus, Franck Riester connaît relativement bien ces dossiers. Mais alors, qu'est-ce qui a été reproché à Françoise Nyssen, selon vous, Raphaël Baquet ? Françoise Nyssen, on lui a reproché très vite de ne pas, au fond, elle avait été choisie pour incarner la culture en tant que grande éditrice et avec une image impeccable. Et puis elle a vite montré qu'elle n'était pas, que justement elle ne pouvait pas l'incarner, qu'elle avait du mal à s'exprimer en public, à imposer sa vision. Elle était flottante sans cesse. Et on lui a reproché aussi bien une difficulté à tenir ses dossiers qu'à des difficultés de communication. On continue à égrener la liste donc de ce nouveau gouvernement, le remaniement. En votre compagnie, Raphaël Baquet, vous qui êtes journaliste au Monde, Marc Fesneau, c'est un modem qui était pressenti, paraît-il, à l'agriculture et qui va hériter du portefeuille de Christophe Castaner, donc des relations avec le Parlement. Et l'on découvre, par exemple, dans les colonnes du Canard enchaîné de ce matin, le poids du modem de François Bayrou est dans le dispositif gouvernemental. François Bayrou qui aurait tous les jours Emmanuel Macron au téléphone. Qu'est-ce que ça signifie ? Il fait partie des quelques politiques qui effectivement parlent beaucoup avec Emmanuel Macron. Donc il y a ce petit cercle plus techno que je vous ai décrit au départ, et puis il y a quelques politiques qui entourent Emmanuel Macron. Il y avait Gérard Collomb, qui n'est plus dans le cercle. Il y a Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, qui sont vraiment des fidèles d'En Marche. Et il y a François Bayrou, qui reste assez important. D'abord, c'est un allié important. Le MoDem concourt à la majorité. Et donc, effectivement, le départ de François Bayrou a été la première perte, au fond, pour Emmanuel Macron. Il a perdu un pilier, et surtout quelqu'un qui avait une voix connue. Mais dans la coulisse, François Bayrou est toujours extrêmement présent. Et évidemment, c'est lui qui a poussé Marc Fesneau. Et on voit bien que le MoDem reste très... François Bayrou discute beaucoup avec Emmanuel Macron de l'incarnation de la présidence. C'est un homme qui lui-même a beaucoup réfléchi à ça, puisqu'il a voulu devenir président de la République à plusieurs reprises. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il discute avec Emmanuel Macron, comment incarner le pouvoir régalien. Mais alors, de toute façon. Tout ça, ça fait pas vraiment nouveau monde quand même. Mais non, mais bien sûr, mais tout le monde a bien compris que le nouveau monde n'existe pas vraiment. De toute éternité, le pouvoir répond. Depuis Shakespeare, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, et Emmanuel Macron n'y coupe pas. Donc, bien sûr qu'il y a à la fois des hommes et des femmes nouveaux. Il y a une nouvelle génération, ça c'est réel, et on le voit. Et puis, en même temps, les ressorts du pouvoir n'ont pas vraiment changé. Et puis alors, je m'en voudrais d'oublier Didier Guillaume, qui est le nouveau ministre de l'Agriculture. C'est l'honneur de la Drôme, puisque c'est l'ancien sénateur de la Drôme. Bon, il a été hollandais, valsiste, il a quitté le Parti socialiste. Et il était quasiment retraité. Oui, il voulait même quitter la politique. Et alors, donc, finalement, il est rattrapé par le nouveau monde, mais je mets ça entre guillemets, Raphaël Baquet. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi, ça montre aussi combien Emmanuel Macron a dû aller chercher, y compris des hommes qui étaient un peu sur le départ de la politique. Pourquoi ? Parce que les autres socialistes ne voulaient pas y aller, ou parce que, encore une fois, aujourd'hui en France, plus personne ne veut traverser la rue et devenir ministre ? Mais c'est vrai qu'on le voit bien, et là ça dépasse tout à fait Emmanuel Macron, on voit bien que la politique ne fait plus forcément envie, en tout cas à une certaine génération. Quand vous avez 40-45 ans, souvent vous êtes passé dans le privé, ou vous êtes en politique, mais lorsque vous êtes sénateur par exemple, c'est beaucoup plus tranquille, c'est mieux payé aussi, qu'un ministre. Être ministre aujourd'hui, c'est l'assurance d'être
être quand même étrillé par l'opinion publique, hein, par les réseaux sociaux. On l'a bien C'est-à-dire vu qu'on pour peut être Françoise politique Nyssen. et refuser de devenir ministre. Oui, beaucoup de politiques disent aujourd'hui qu'au fond, ils ont le sentiment d'être tout aussi efficaces et de faire de la politique en étant hors du gouvernement. Et de fait, on peut faire de la politique en étant un grand-maire, en étant un parlementaire, en étant un élu régional ou en étant dans le privé. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le poste de ministre n'est plus attrayant comme autrefois. Et ça fait déjà, à vrai dire, ça fait déjà une dizaine d'années que c'est comme ça. Raphaël Baquet, vous êtes une plume du monde, vous aimez raconter les histoires de la politique, pas seulement les histoires de la politique. Est-ce que Emmanuel Macron, et on en est à un peu plus de 500 jours donc de présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée, est-ce que c'est une bonne histoire au sens journalistique du terme ? Bien sûr, c'est une bonne histoire parce que d'abord elle est assez mystérieuse encore, hein. L'homme lui-même est assez mystérieux, il ne se livre pas beaucoup, il fonctionne en tout petit cercle et sa façon d'exercer le pouvoir est intéressante. Et puis de façon plus générale, il est dans un contexte, si vous voulez, il a été élu presque à contre-courant. Dans toute l'Europe, on voit bien la montée des mouvements populistes, des mouvements de contestation de l'Europe, ou en tout cas de l'Europe telle qu'elle s'est construite. Or, lui, il est tout à fait l'inverse. Donc, évidemment, la façon dont il va installer son pouvoir, dont il va pouvoir gouverner ou pas dans ce contexte-là, est passionnante. Et bien entendu, c'est un merveilleux sujet de scénario ou d'histoire ou d'observation pour tout citoyen. Êtes-vous surprise par l'essoufflement décrit dans la presse? Vous pouvez être en désaccord avec ça, mais disons que ce matin, les commentaires sont au mieux réservés sur ce remaniement. Il y a, semble-t-il, une déception par rapport au nouveau souffle qui était promis. Qu'en pensez-vous, Raphaël Baquet? Toute la difficulté aujourd'hui à gouverner, et ce n'est pas qu'en France que ça se produit, dans toutes les démocraties c'est la même chose. Vous êtes soumis à une critique constante, hein, des observateurs, de l'opinion, de la presse. Donc ce nouveau souffle, au fond, qui l'avait promis la presse elle-même l'avait promis et elle est déçue qu'il ne soit pas là. C'est extrêmement difficile de gouverner, il faut bien le dire, à la décharge d'Emmanuel Macron. Mais il a une vraie difficulté entre la promesse de quelque chose de révolutionnaire, puisqu'il avait intitulé son livre « Révolution », ce nouveau monde. Or, on voit bien qu'il est obligé de mettre ses pas dans les chemins déjà installés de la politique française. Et c'est cela qui peut-être créer une espèce de déception générale. Raphaël Baquet, merci. On vous retrouve dans les colonnes du Monde, bien sûr, aussi avec La Communauté, le livre que vous avez écrit avec Ariane Chemin, c'est chez Albin Michel.